Je pense que le meilleur exemple, il est de prendre la société qui est Shein et on pourrait prendre Temu. On a une société qui est une des pires entreprises au monde. Ces pratiques commerciales ont pour objectif de détruire nos entreprises. Donc à partir du moment où on te donne $200 pour acheter sur un site, on comprend qu'on t'achète. Et les machines vont nous remplacer. Donc la destruction du milieu, c'est évidemment une destruction des emplois qui est en train de se faire. Allez, tac. Moi, je me mets aussi mon petit chrono pour... Si je dis-moi. la caméra, ne fais pas attention à moi. Je fais plus attention à toi, je suis dans mon truc, moi, donc... Mais si toi, t'as besoin, n'hésite pas à me dire si un truc qui va pas. Je ne pas déranger. Voilà. Ça y est. Bonjour Yann. Bonjour. Eh ben, écoute, bienvenue dans le podcast Code Couture, épisode 6, si je me trompe pas. Et le premier qu'on fait finalement en vidéo, donc vraiment bienvenue et merci d'avoir accepté d'y participer. Merci de l'honneur que vous me faites. Bah, c'est avec grand plaisir. Écoute, moi j'ai plutôt l'habitude de laisser les invités eux-mêmes se présenter, ils le font bien mieux que moi. Donc dis-nous un petit peu qui tu es, au-delà du président de la fédération, ça tout le monde le saura, mais je suis sûr que tu as plein d'autres choses riches que tu fais, donc on t'écoute. J'ai deux fonctions. Un, je suis évidemment, comme tu le citais, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin depuis maintenant bientôt 2 ans. Je suis aussi le fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Everywhere Anytime, qui est spécialisé dans la formation à l'IA générative. Et dans mon expérience, et pour peut-être mieux me présenter, j'ai à 7 ans fait de la peinture. Puis après, j'ai fait de la photo, ce qui m'avait permis... quand j'ai eu 20 ans de créer ma première entreprise. Donc il y a une première base chez moi qui est évidemment artistique et une deuxième entrepreneuriale. Ouais. Et j'ai eu un premier ordinateur quand j'avais 10 ans aussi, en 1983, j'en ai 50 maintenant. Et j'ai vécu, grâce à cet ordinateur qui était à l'époque un IBM PC, toutes les révolutions digitales. Celle de 1983 avec cet ordinateur, celle de 1993 avec Internet, celle de 2003-2004 avec l'arrivée de LinkedIn et après de Facebook, et désormais, en 2024, celle de l'IA générative. Et donc ça fait 40 ans que j'ai vécu 4 révolutions, avec toujours, et je l'espère en tout cas, une certaine émotion, une certaine dimension artistique et bien sûr entrepreneuriale. Et ces 3 consonances me représentent, je pense, assez bien à travers tout ce que j'ai pu vivre professionnellement et aussi personnellement. Et du coup, le côté mode, t'es arrivé comment dans la mode? Est-ce qu'il y a quelque chose de familial? C'est quoi le... Alors, c'est pas du tout familial, ouais. Puisque mes parents sont profs. Donc, j'ai eu cette chance, grâce à mes parents, de vivre dans un domaine d'apprentissage permanent, d'où aussi ma volonté de créer un organisme de formation, bien sûr, mais d'où aussi la volonté, je crois, et ça depuis le premier jour, d'aller dans des secteurs où je suis capable d'évangéliser beaucoup. Et c'est ce que j'ai eu le plaisir de faire, par exemple, avec mon ancienne société The Other Store. Ouais. The Other Store faisait ce qu'on appelait la délégation, c'est-à-dire les marques externalisaient chez nous le développement de l'e-commerce à partir de 2007-2008, c'est-à-dire une époque où quasiment aucune marque n'avait d'e-commerce. Ouais. Et donc j'ai eu ce moment de formation avec The Other Store, comme je l'ai aussi maintenant avec Everywhere Anytime, et évidemment aussi d'évangélisation avec la fédération. Et donc, je reviens de comment je suis rentré dans la mode. Je suis rentré dans la mode par une petite porte qui est celle de la vente et de la distribution, puisque pendant mes études à l'ESCP, j'ai été vendeur. Et j'ai été vendeur chez Hugo Boss, j'ai été vendeur chez Etam. C'est à cette occasion que j'avais rencontré d'ailleurs Laurent Melchior. Et ce côté de vente a toujours été le mien. J'ai toujours aimé évidemment l'expérience et le contact avec le public. Et quand je faisais de la photo, je vendais des photos. Et après, vendre des vêtements était à peu près similaire en fin de compte. Dans la photo, j'avais l'habitude de dire je déshabillais plutôt les personnes en trouvant le plus, ce qu'on avait au plus profond d'eux à travers l'image. Et avec les vêtements, ça allait en fin de compte dans l'autre sens, c'est-à-dire on apprenait à les habiller, toujours aussi en comprenant ce qu'ils avaient là aussi au fond d'eux. Et donc cette base de mode est, je pense, une des consonances artistiques que je peux avoir et que j'ai eu tout le long de ma vie et que j'aurai peut-être aussi plus tard d'ailleurs dans d'autres secteurs. Okay. C'était de la photo mode? Non, pas de la photo mode. Ah, c'était plutôt de la photo grand public parce que là, je ne connaissais aussi personne à l'époque. Je me suis lancé en 1993 à peu près. Au début, ça a été des photos sur la plage, pour tout te dire. C'est-à-dire, j'étais ce qu'on appelait photographe-filmeur. J'avais mon appareil photo et je faisais serviette après serviette. Ah ouais, incroyable. Okay. Donc, c'était une dimension très commerciale. Ouais, super commerciale.
Mais commercial, et surtout, et c'est ce que j'ai toujours aimé et ce que j'aime encore beaucoup aussi dans la mode, c'est-à-dire on va au plus proche des gens, au plus proche de tout venant. Et cette capacité à rentrer dans l'intimité de n'importe qui et de pouvoir avoir l'humilité en fait de le rencontrer, d'essayer de le sublimer, bah, je crois que c'est ce que fait aussi la mode tous les jours. C'est-à-dire on est vraiment dans un art avec la mode où on a quelque chose de très démocratique et qui qu'on soit, tous les jours on s'habille. Et même si on n'a pas envie de s'habiller, ce non-choix reste néanmoins un choix. Et bien ce choix artistique, bah, la mode le donne. Et désormais aussi, et c'est la chance aussi de tous nos appareils photo, enfin plutôt tous nos smartphones, c'est que ça nous permet aussi, à chacun d'entre nous, désormais de devenir aussi photographe. Et j'ai toujours été attiré par cette vision très populaire des choses. Ok, cool. Tout à l'heure, tu parlais que tu as vécu les différentes révolutions, notamment dans l'informatique. On est là pour parler de la dernière. J'aimerais juste déjà, d'un point de vue général, tu vois, que tu puisses nous donner ton avis sur ce qu'on est en train de vivre là avec l'IA. Même pas forcément dans la mode, on va y rentrer juste après, mais là, c'est un gros bordel qui nous est arrivé comme ça en pleine figure. Toi, c'est quoi ton sentiment? Comment tu le vis? Et ce bordel, je l'ai vécu évidemment à la découverte de ChatGPT, où là, c'est une certaine stupéfaction de voir l'ordinateur me parler, m'écrire avec une telle pertinence. Il y a quelque chose de très interpellant derrière dans ce semblant d'intelligence qu'on peut ressentir. Mais derrière cette stupéfaction, c'est pour moi juste un nouveau plafond de verre qui a été cassé. Et je pourrais en citer justement plusieurs. Un premier plafond de verre, je le vis, par exemple, avec mon premier ordinateur. Là, je dois parler de 1985, je pense, à peu près, où j'ai mon ordinateur et je vois avec cet ordinateur qu'il y a l'ancêtre d'Excel qui s'appelle Multiplan et qui me permet de faire des tableaux, qui fait des sommes automatiquement, des multiplications automatiquement, des graphiques automatiquement. Et ce côté très automatique qui va largement au-delà de la calculatrice, c'est assez étonnant de me dire « Waouh, l'ordinateur compte mieux que moi ». Et surtout, il fait des effets graphiques immédiatement. Cette deuxième stupéfaction, je peux l'avoir évidemment avec la découverte d'Internet, et cette capacité d'avoir de l'intelligence, du savoir plus exactement, mis partout, et cette profusion en fait, de savoir qui pourtant était peanuts au regard de ce qu'on a maintenant, mais qui déjà à l'époque était vertigineux, et de pouvoir entrer dans du lien hypertexte clic après clic, est quelque chose qui m'a beaucoup étonné en fait, et d'ailleurs j'étais stupéfait devant. Troisième point, c'est Napster, c'est-à-dire le premier réseau social, en tout cas le système de piratage et d'échange d'informations. Là aussi, ça avait été un grand choc parce que ça a été aussi la découverte de comment mon agence de photographie allait devoir se transformer, voire disparaître. Parce que le piratage de la musique, c'était aussi le piratage des photos. Enfin, c'est la découverte là d'un nouveau réseau social qui est LinkedIn et de voir en fait qu'on est capable de pouvoir converser n'importe quand, mais ce que j'avais déjà connu presque 10 ans auparavant avec le Minitel. Et cette capacité aussi de pouvoir discuter avec n'importe qui. Et donc je vois, il y a plein de révolutions qui se font. Là, la vraie différence, c'est la capacité d'autonomie de la machine. Et cette capacité d'automatisation de la machine, elle change toutes les autres révolutions parce que dans chacune des autres révolutions, chaque fois l'être humain est moteur dans le changement. Alors que désormais, on peut se dire que sur un certain nombre de points, c'est la machine qui peut nous suppléer sur un certain nombre d'actions. Et je le vois, par exemple, au quotidien, je reçois presque tous les jours des PDF à lire. Des PDF de 10, 20, 50, parfois 150 ou 200 pages. Le temps de lecture, j'adorerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et surtout, je comprends qu'en donnant le PDF, par exemple à ChatGPT, en lui demandant de me faire une synthèse et en lui posant des questions, j'arrive à avoir l'intelligence qu'un jeune étudiant extrêmement en fait, doué pourrait me donner, parce que lui aussi pourrait avoir passé le temps nécessaire pour lire le document, et alors qu'il n'a pas d'expérience, pourrait m'en faire des synthèses. Comme il n'a pas d'expérience, il n'a pas la capacité de pouvoir prioriser et de comprendre aussi les tenants aboutissants, les signaux faibles et les signaux forts, mais il est capable de faire la synthèse. Eh bien, à travers ChatGPT, j'ai ceci en l'espace chaque fois de quelques secondes. Et donc cette capacité d'avoir une machine qui va décider à notre place, parce que c'est la machine qui décide de synthétiser, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ça ouvre la porte à des systèmes d'automatisation dans notre quotidien, qu'on a, par exemple, sans même le savoir quand on prend Waze, parce que quand on prend Waze, il décide aussi de la route qu'on va pouvoir prendre. Avec sa volonté, parfois, nous fait perdre du temps,
pour éviter des bouchons sur l'intégralité du système. Donc individuellement, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais par contre, systématiquement, de façon systémique, je veux dire, ça peut être la meilleure solution. Et donc ce nouveau monde où on a un partenariat étroit avec la machine, il a passé une nouvelle étape, et c'est en ça que l'IA générative est une véritable transformation. Ok, super intéressant. Et alors, écoute, la prochaine question que je vais te poser pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai pas été la chercher loin, j'ai été la chercher sur ton blog newsletter qui commence comme ça. En gros, ça te dit, voilà, comment l'IA transforme la mode et le monde. C'est la phrase c'est la question que tu poses à l'entrée de ce blog. Je te la pose du coup maintenant à toi. Alors, je pense que le meilleur exemple, il est de prendre la société qui est Shein, et on pourrait prendre Temu. Donc, on a une société qui est une des pires entreprises au monde. On a vraiment la démarche la moins éthique et la plus destructrice qu'on puisse connaître actuellement. Manque d'éthique parce qu'ils font travailler des ouvriers entre 75 et 100 heures par semaine. C'est quand ils font une erreur, ils peuvent perdre 75% du salaire mensuel. C'est des gens qui sont donc exploités. C'est une machine de guerre à créer de la surconsommation. Surconsommation qui, à la fois, crée trop d'énergie et trop de dépenses dans un premier temps dans la fabrication de ces vêtements qui sont à 80% du polyester et donc du plastique, et qui par la suite finissent, de toute façon dans nos déchets, de toute façon sur les plages du Ghana. Donc on a une entreprise qui est maléfique et qui fait des choses de façon totalement horrible. Mais, et c'est le mais important, c'est qu'ils utilisent l'IA sur l'intégralité de leur chaîne de valeur, à la fois dans la création, en même temps dans la production, en même temps dans la distribution. Et évidemment, dans cette capacité à pouvoir créer un lien différent avec le client, y compris dans la création de prix personnalisés. Et bien sûr, et là je reviens sur la création, puisque c'est le chiffre souvent qui stupéfie le plus de monde, ils font jusqu'à 8000 nouvelles références par jour, sachant que pour Zara, c'est 100 par jour. Donc on est sur un volume qui n'a aucun rapport avec ce que les sociétés les plus performantes faisaient avant. 8000 références par jour, je reprends, c'est à peu près ce que fait une marque de mode toute sa vie. Ouais, bien sûr. Donc cette capacité créative, elle va évidemment dans l'efficacité aussi de l'intelligence artificielle qui va avec. Et l'apprentissage qu'on a de ces entreprises, c'est comment la société doit se défendre face à ce type d'interlocuteur, et comment est-ce qu'on doit construire des nouvelles lois, et comment les sociétés entre elles doivent s'organiser pour pouvoir affronter ces sociétés qui sont destructrices. Et le deuxième, c'est de se dire comment est-ce qu'on doit aussi apprendre de ces pratiques pour pouvoir nous-mêmes transformer soit nos métiers, soit nos entreprises ou nos business models. Et cette capacité de compréhension de chacune de ces changements à travers des exemples comme Shein, bien, c'est l'obligation morale qu'on a d'accompagnement des personnes, à la fois dans leur métier et en même temps dans la capacité à générer de l'argent et du bien-être social, qu'on a à mettre en place désormais dans notre société. Oui, alors c'est intéressant le point de vue que tu as pris. Ça faisait partie des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que finalement, Shein, ils ont pris l'IA, ils l'ont pris à bras le corps, voilà. Ils sont aujourd'hui bien plus forts que n'importe quel autre type de marque qu'on peut avoir sur le marché français sur ce sujet de l'IA. Ils utilisent ça un petit peu comme arme contre nous, pour nous. C'est quoi la vision? Parce que finalement, ils se servent aussi de l'IA, ils la développent, comme tu l'as dit, ils font des choses incroyables avec, mais pas incroyables peut-être dans le bon sens. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'on doit continuer à utiliser l'IA dans ce sens-là, mais d'une autre manière? Est-ce que c'est n'importe quoi la manière dont elle est utilisée aujourd'hui? Alors, je vais prendre deux points. Il y a un point politique et après, il y a un point technologique. Ouais. Le premier point politique, c'est que la stratégie de la Chine est assez claire à travers, par exemple, des sociétés comme Temu ou des sociétés comme Shein. Ce sont des sociétés qui ont pour volonté de développer d'autres business models, de développer d'autres pratiques commerciales. Ces pratiques commerciales ont pour objectif de détruire nos entreprises. À partir du moment où on a détruit notre tissu social, à partir du moment où on a détruit notre tissu économique, on est donc nécessairement dépendant d'eux. Et cette situation de dépendance permet à une dictature d'un côté de nous obliger à suivre leur voie. Donc, ce système de dumping social qui peut exister, ce système de dumping économique qui peut exister, on a aussi à s'en prévenir pour avoir par la suite la capacité dans notre démocratie d'avoir la voie et la liberté nécessaires pour pouvoir toujours créer, pour pouvoir toujours vendre et avoir toujours la liberté, enfin la démocratie en fait qu'on estime devoir avoir. Et d'ailleurs,
Le podcast passera sans doute après les européennes. Ouais. Mais en tout cas, j'invite à voter à chacune des élections pour aussi savoir se défendre à ce moment-là. Donc je reviens après ce point politique. Il y a un point technologique. Le progrès ne peut s'arrêter. On peut, par contre, le réguler. Je vais prendre un autre exemple, autre que celui de l'informatique, qui est celui, par exemple, de la vitesse. Quand on a créé la voiture, on a permis à chacun d'entre nous, individuellement, de pouvoir se déplacer n'importe où, en France, en Europe. De ce déplacement, ça a créé cette liberté, évidemment, et ça a créé aussi, en 1969, 18 000 morts par an en France. C'est-à-dire, il y avait 18 000 Français qui mouraient dans des accidents de voiture, alors qu'il y avait, à l'époque, 3 fois moins de voitures que maintenant. Donc on a une société qui, parce qu'elle laissait une liberté complète, crée des drames, des sacrifices humains au quotidien. Eh bien, cette capacité de se dire comment est-ce qu'on arrive à se réguler, à mettre des limites de vitesse à des moments, pour avoir un bien-être, justement, social, c'est aussi, derrière, une contrainte qu'on doit se mettre, là aussi, dans le développement technologique. C'est ce qu'on a pu faire, évidemment, avec le nucléaire. C'est ce qu'on doit aussi faire maintenant, par exemple, dans l'IA. Je reprends l'exemple du nucléaire. Il est aussi très intéressant de se dire, on a des centrales, et ces centrales, pourquoi est-ce qu'on a fait des centrales très grosses ? On a fait des centrales très grosses parce que pendant des années, chaque fois qu'on construisait ces centrales, ça nous permettait aussi d'avoir du plutonium pour pouvoir faire des armes. Donc si on a fait des grosses centrales, c'était pour une volonté évidemment de nous donner l'énergie, mais aussi une volonté défensive de l'autre côté. Eh bien, on sait que maintenant, avec le nucléaire, on peut aussi construire des petites centrales qui permettront aussi de créer de l'énergie différemment. Eh bien, on voit à chaque innovation, on peut avoir des tenants et des aboutissants qui sont différents, et ça va être la même chose avec l'IA. À quel moment l'IA va nous permettre de faire différemment la guerre, avec évidemment toutes les déviances qui peuvent exister. À quel moment l'IA nous permet d'avoir aussi une autre façon de concevoir le travail. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une transformation de notre société et des métiers qui va créer 2 écosystèmes qui ne vont plus se parler. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à les créer ? Et comment est-ce que l'IA a évidemment développé des sociétés comme Chine, qui sont la destructrice de tous les segments dont je parlais, environnemental, sociétal et économique. Alors justement, là, sur ça, ça me fait bien une question. Donc, tu parles d'un Chine qui vraiment a limite cette volonté de détruire un tissu économique, nous ici peut-être en Europe, en Occident, je ne sais où, pour imposer leur modèle et tout ramasser au passage. Est-ce que derrière il y a une volonté étatique ? Est-ce qu'ils sont aidés ou comment c'est quoi? Alors on va reprendre le point de Chine et de Temu. Il y a un sujet qui pourrait être positif dans ce sens où Chine, ou Temu d'ailleurs, et un Amazon avec des nouveaux moyens technologiques. Et comme ils repartent sur des nouvelles bases, ces nouvelles bases permettent parfois d'avoir une agilité supplémentaire. Donc, cette capacité à pouvoir créer autant de produits, par exemple, cette capacité à pouvoir créer aussi vite, c'est une capacité entrepreneuriale et organisationnelle hors norme. Par contre, quand Temu dépense 7 milliards en publicité, c'est évidemment parce que sa société mère permet de le faire, mais quand Chine peut aussi autant dépenser pour se faire connaître, c'est qu'il y a nécessairement aussi une volonté politique de créer cette société pour pouvoir nous détruire. Donc on doit, et je pense ce mot qui en soi j'aborde, mais qui s'appelle le protectionnisme, on doit créer en fait des défenses face aux attaques qu'on a en face de nous. Et ça va être la même chose, et c'est pour ça que le Digital Act, je trouvais une arme nécessaire. On voit avec le Digital Act comment on se protège d'un certain nombre de sociétés trop importantes. Chine et Temu en font par exemple partie désormais, de par le nombre de visiteurs qu'ils peuvent avoir quotidiennement, hebdomadairement et évidemment en fait par an. Donc ces capacités à pouvoir créer des lois pour se protéger de ces attaques volontaires à la fois économiques et politiques, c'est évidemment quelque chose qu'on doit mettre en place. Hier, en préparant un petit peu voilà, notre rendez-vous d'aujourd'hui, j'ai téléchargé pour la première fois Temu. Je suis allé directement sur le site de Chine pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Et alors, je suis arrivé sur le site de Temu. Ils m'ont immédiatement offert $200. Ouais. J'ai dit, waouh, les gars m'ont offert $200 de produits. Je dis, bon, ok, absolument incroyable. Je lis plein de choses, tout ça, de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut arriver
à faire venir de Chine, stocker, produire des produits qui vont coûter 50 centimes, 1 euro, alors que dans la réalité, ça ne peut pas du tout être ça. Est-ce que c'est un mélange de process sous IA avec beaucoup je sais pas, de dumping, justement, ce que tu disais? Comment est-ce qu'ils font pour arriver à m'offrir $200 produits et vivre avec des sociétés qui sont incroyablement rentables, en fait? Alors, on va prendre un premier point, qui est celle qu'on connaît tous sur le web. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ouais. Donc, à partir du moment où on te donne $200 pour acheter sur un site, on comprend qu'on t'achète. Voilà. Deuxième point, c'est de se dire quel est le futur écosystème qui est en train de se créer. Désormais, aller acheter sur le web, c'est principalement aller sur Google. Sur Google, on tape sur le moteur de recherche en fait, pour avoir ces informations. On voit d'ailleurs que comme Google est gratuit, c'est évidemment grâce à la publicité derrière qu'il y a quelque chose. Donc Google se nourrit justement de notre volonté en fait, de ne pas forcément savoir bien chercher sur son outil. Et par la suite, cet argent est distribué dans le reste de la chaîne de valeur et Google ne touche plus rien à ce moment-là. Enfin, sauf sur quelques leviers, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. À partir du moment où un Amazon s'est créé, il y a près de 50% des Américains qui désormais ne vont plus sur Google pour chercher un produit. Ils savent à travers Prime et à travers l'exhaustivité des produits sur Amazon et la qualité de sa logistique par ailleurs, qu'il est plus simple de chercher directement sur Amazon pour trouver le produit. Eh bien, quand Temu a donné $200 et qu'un produit en moyenne chez Temu, c'est à peu près entre 7 et $10, ça veut dire que tu vas acheter au moins 20 fois chez eux. Au moins 20 produits chez eux. Et donc, tu vas passer le POC, c'est-à-dire la découverte du concept, qui te permettra d'être comme ça avec eux. Parce que, je fais le signe pour ceux qui m'entendent, c'est-à-dire d'être attaché avec eux. Et ce point, en fait, d'être attaché, te dit, t'as fait vriller le cerveau. C'est-à-dire, j'y reprends, ces 20 achats vont se faire dans l'espace d'à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'est le temps du changement. Et donc, on t'a donné de l'argent pour te faire changer et te permettre après, pour que chacun de tes achats, tu te dises, quand je veux acheter quelque chose, je vais sur Temu. Et c'est tout. Et ça, c'est le prix de la destruction de Google, de la destruction d'Amazon et surtout de la destruction de tous nos commerces. Parce que aucun commerce ne peut lutter face à ce dumping en face et face à ce manque d'éthique. Donc c'est la base, clairement, où on voit comment on nous achète pour nous faire changer, pour nous détruire. Ok, super intéressant, mais ouais, j'étais vachement surpris. En fait, c'est rare en fait, ces moments où on nous achète autant. Ouais. C'est pas si fréquent. On l'a connu avec tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, apparemment, on se dit, sur Facebook, tout est gratuit. Je peux connecter n'importe qui, tout est gratuit. C'est-à-dire, cette gratuité, elle a nécessairement un prix derrière. Et bien là, on a encore un autre écosystème dans le domaine commercial, ce qu'on n'avait pas connu pour l'instant, qui va beaucoup plus loin désormais et qui montre aussi la volonté justement de pouvoir nous capter pour nous amener sur un nouveau terrain. Bon, mon métier, moi, c'est de démocratiser, en tout cas d'évangéliser un petit peu l'IA dans la mode. Bon, je suis dans la tech et la mode depuis disons 15 ans. Et donc, je me heurte systématiquement à plein de remarques, dont une qui revient de plus en plus en ce moment. À chaque fois que je parle d'IA à quelqu'un qui travaille dans la mode, il me dit, en gros, c'est pour nous remplacer, quoi. Donc je présente des outils qui font du motif sous IA, des choses comme ça. On va tous être remplacés. Quel est ton avis par rapport à la destruction d'emplois de l'IA, vraiment là dans le secteur de la mode, ce qui nous intéresse? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment destructeur d'emplois? Est-ce que tu as déjà des études? Est-ce que tu as déjà travaillé sur le sujet? Alors il y a, dans la destruction en fait, derrière de nos emplois, il y a deux consonances à prendre en compte. Il y a une raison de pourquoi ce système nous fait peur, et la deuxième, quelle est la réalité des choses. Pourquoi ça nous fait peur? C'est parce que ça touche une faille narcissique intrinsèque qui s'est déroulée sur 3 progrès. Le premier, c'est la découverte par Galilée que la Terre n'est pas le centre du monde. Donc ni toi ni moi ne sont le centre du monde, c'est le Soleil qui est le centre de l'univers. Eh bien, cette base qui est « je ne suis pas le centre du monde », c'est une première faille narcissique. Voilà. La deuxième, c'est la découverte par Freud que c'est notre inconscient qui nous contrôle et non pas notre conscient. Donc, quand j'essaye de contrôler les choses, en fin de compte, mon cerveau, et plutôt mon inconscient, me fait faire en fait beaucoup d'autres choses. C'est le deuxième choc aussi narcissique en fait qui est
présent et qui voit encore d'ailleurs dans nos sociétés comment l'appréhension qu'on a encore de la psychologie, alors que ça date désormais, en fait c'est quand même une science très ancienne, et pourtant il y a encore une peur manifeste pour une majorité des personnes d'aller voir ce type de thérapeute. Eh bien, on a une troisième peur qui est claire et qu'on voit dans toute la science-fiction, qui est les machines vont nous remplacer. Ouais. Dans les faits, c'est vrai. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la robotisation, qu'on peut voir par exemple dans toutes les chaînes de fabrication des voitures. Le travail d'un ouvrier depuis maintenant des dizaines d'années est passé de près de 70 heures par semaine, comme on l'a d'ailleurs encore chez Chine, d'ailleurs, par ailleurs. Mais sur une chaîne, par exemple, automobile, il est passé de 70 heures à maintenant à peu près plutôt 32 heures. Avec une création de valeur infiniment plus grande, avec des métiers infiniment plus riches. Et quand on voit une chaîne de fabrication Toyota, par exemple, Nissan, Renault, que sais-je, on a des gens qui sont éduqués, qui font un travail de grande qualité pour accompagner la fabrication de la voiture à travers ce que peut faire la machine à côté. Cette robotisation a permis d'avoir des métiers de plus forte valeur pour créer des produits de meilleure qualité de façon plus rapide à un prix plus faible. Donc on a gagné sur toute la ligne. Mais les machines ont remplacé une partie du temps de travail des ouvriers pour le bien-être de la société. Alors pas forcément pour le bien-être environnemental. Parce que comme on fait plus, y compris plus de fabrication, plus d'énergie, à la fin, là, il y a quand même un être qui empathie, la planète. Et évidemment, par la suite, ça sera nous. Mais, et là, je reviens maintenant sur l'IA générative, cette capacité à l'IA générative de nous remplacer, c'est vrai. Puisque à partir du moment où je mets un PDF et que ce PDF, derrière est synthétisé et qui m'est retranscrit, il a pris le temps de quelqu'un. Ou il m'a permis de faire un travail de bien meilleure qualité. Donc on a les deux. C'est-à-dire, si c'est juste un travail de synthétisation, là c'est fini. Si c'est un travail de meilleure qualité, c'est extraordinaire parce qu'en effet, dans mon quotidien, je peux réfléchir sur plus de sujets. Je pense pouvoir avoir une réflexion plus aboutie grâce aussi à ce travail de synthétisation. Je vais prendre un autre exemple, et celui des doubleurs. Il est très troublant. Un doubleur, et on l'a vu au moment de Cannes, on a le doubleur de Brad Pitt, le doubleur de plein de gens qui ont un talent fou à réussir à aussi bien doubler ces grands acteurs. Le doubleur de Brad Pitt dit, voilà, ma voix donne de l'humanité, ma voix donne de l'émotion, et il a complètement raison. L'IA va amener deux choses. Le premier, c'est que ça va être un doublage de Brad Pitt, mais avec la voix de Brad Pitt. Parce que quand le doubleur double Brad Pitt, ce n'est plus sa voix. C'est parfois mieux. Je vais reprendre le film, par exemple, la série Amicalement Vôtre. Elle est plus drôle en français qu'en anglais, parce que la voix des doubleurs français est plus drôle. Et qui savaient jouer quelque chose. Ils avaient même une traduction qui a amené un succès supplémentaire pour Amicalement Vôtre dans la version française versus la version américaine. Mais majoritairement, on a des lèvres qui ne suivent pas la parole et on a une voix qui n'est pas la vraie voix de l'acteur. Avec l'IA générative, on va pouvoir refaire les lèvres de chacun des acteurs et on va pouvoir entendre vraiment la voix de Brad Pitt à travers évidemment une machine. On va me dire, mais ce n'est pas la voix de Brad Pitt. Chaque fois que vous allez à un concert, vous n'entendez pas le chanteur. Vous entendez un chanteur qui met sa voix dans un micro comme je le fais maintenant, qui va être remis dans des haut-parleurs. Donc ce n'est pas le chanteur que vous entendez, c'est juste une retranscription numérique de la voix du chanteur. C'est ce qui ferait la force d'ailleurs de tous les concerts qui vont se faire a cappella, parce que là on entend vraiment les gens. On a encore une autre émotion. Eh bien, le métier des doubleurs, en effet, est face à une rupture technologique. On a une meilleure qualité de leur métier, mais avec plus d'humanité. Et donc, il y a une reconsidération de leur métier pour pouvoir se dire, sachant que leur métier va être nécessairement disrupté, comment est-ce qu'on va reconstruire quelque chose de différent dans le doublage? Et là, on a une vraie question sociologique, une vraie question économique. Ok. Il m'est venu pendant que tu parlais, il m'est venu une autre question parce qu'on me l'a posée il y a 3-4 jours. Je sais que tu as une certaine expertise sur la mode durable, environnementale. Elle est difficile la question. Hein, on peut en discuter aussi à deux. Un client m'a dit, mais est-ce que c'est bien durable, très porté sur l'écologie, est-ce que c'est bien durable d'utiliser l'IA pour faire ce que j'ai envie de faire? En gros, c'était refaire ses shootings photos sous IA. Il me dit, moi j'ai une problématique, c'est que est-ce que toute l'énergie que je vais devoir consommer pour faire mon shooting sous IA, est-ce que je ne vais pas finalement totalement détruire tout ce pourquoi je travaille depuis 15 ans
alors que je pourrais faire... Et c'est sûr que je vais gagner en argent, je vais gagner mais finalement, est-ce que on ne va pas avoir aussi un gros problème en termes d'écologie à mettre trop d'IA dans la mode? C'est-à-dire, si je reprends ta question, c'est toute la consommation d'énergie développée par l'IA, est-ce qu'elle n'est pas aussi d'ailleurs destructrice de l'environnement? Absolument, plus qu'un shooting qui serait fait de manière normale finalement. Si on comparait le poids carbone ou je ne sais quoi des deux process en fait. Alors, ceci est une vaste question dans le développement du digital. Et la réponse, en fait, il n'y a pas une réponse unique. Et je vais, avant l'IA, repartir en fait sur un autre exemple, celui de Blablacar. Blablacar a des serveurs qui sont nécessairement gros consommateurs d'énergie. Parce que avoir toute la data qui vient de la part de l'utilisateur, du consommateur, des conducteurs, prend beaucoup d'énergie. Il n'empêche, grâce à Blablacar, il y a des milliers, voire surtout même des millions de personnes qui se déplacent de façon beaucoup plus écologique parce qu'on va avoir une voiture remplie et non pas aux 3/4 vide. De ce fait, le rapport entre la consommation d'énergie de Blablacar et l'énergie qu'il fait économiser, c'est un rapport de 1 à 600. Donc c'est une entreprise extrêmement écologique alors qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Ouais. Je reprends en fait la dimension des shootings. Oui, ça va consommer de l'énergie, mais le temps de déplacement du mannequin, l'énergie consommée en fait par le mannequin, l'énergie consommée par le photographe, du shooting photo, tout cela aussi est consommateur d'énergie. Et comparer l'un avec l'autre n'a pas de sens. Okay. Parce que quand on fait un shooting, on crée aussi une émotion, on crée quelque chose qui amène quelque chose d'extrêmement riche de par l'interaction qu'on a avec tous les interlocuteurs. Si, à l'inverse, on fait un shooting qui est... Et là, je parle d'une dimension assez artistique des choses, évidemment. Si on fait un shooting qui est juste de l'abattage, c'est-à-dire, je prends un mannequin, je remplis, je lui mets le vêtement et j'en fais comme ça à la chaîne. Il y a une dimension humaine, en fin de compte, qui est assez faible. Eh bien, la consommation entre l'un et l'autre, l'IA sera toujours moins consommateur d'énergie que tous les déplacements qu'on aura pu avoir pour le reste. Parce qu'on a deux facteurs. Le premier, c'est que les machines consomment de moins d'énergie. Les algorithmes sont de plus en plus efficaces. Donc, pour un résultat donné, avec le temps, de toute façon, on économise. La vraie question, elle revient sur celle de la voiture dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on a des voitures qui consomment moins qu'avant, qui sont fabriquées de façon plus écologique, mais comme tout est plus simple et que le prix est moins élevé, en fin de compte, on peut en acheter plus. Et quelle est la limite dans notre consommation digitale qu'on doit mettre en place ? Est-ce que d'avoir un Netflix en 4K est essentiel ? Parce que la majorité de notre utilisation, même si c'est un peu plus net, à la fin, c'est 4 fois plus de consommation d'énergie de par le supplément de data qu'on doit avoir. Donc, est-ce qu'on doit obliger, par exemple, des Netflix à ne pas faire du 4K, mais à avoir un niveau de qualité inférieur pour aussi consommer moins d'énergie? C'est une question en fait, dont on ne s'est pas emparé, mais en fait, dont on pourrait s'emparer pour pouvoir se dire le digital est un supplément de plaisir à travers, par exemple, l'émotion que je vais avoir à regarder une série, mais par contre, je vais la limiter en consommation d'énergie parce que je vais dégrader la qualité qui va avec. Parce que ce supplément de qualité n'est pas nécessairement utile pour le plaisir derrière du visionnage que je peux avoir. Et donc, c'est une vaste question qui va au-delà de la comparaison entre deux écosystèmes, qui serait aussi intelligente de est-ce qu'il faut mieux que je fasse des photos avec un appareil photo numérique, avec une pellicule argentique, voire de revenir à la peinture et de faire de l'art figuratif. Les trois ne sont pas comparables. Les trois apportent trois choses différentes. Mais on doit se dire, est-ce que d'avoir fait des centaines, voire des milliers de photos, les garder tous sur des serveurs, les garder en 18 versions différentes, mais comme c'est stocké sur du cloud, peu m'importe, cette consommation sur les clouds consomme de l'énergie et n'a pas nécessairement de sens, ce qu'évidemment on n'aurait pas pu faire avec la peinture avant, et évidemment aussi encore moins avec l'argentique. Donc de ce fait, on a une nouvelle consonance à se dire qui est, oui, on peut faire plus et moins, on peut faire mieux, on peut faire moins cher, mais écologiquement parlant, comment est-ce qu'on doit considérer les choses ? Et cette nouvelle facette est très nouvelle dans notre écosystème et ça nous oblige à réinventer tous nos business models. Bon, j'avais été incapable de faire une réponse aussi complète, donc si vous regardez, voilà, là il y a une réponse assez complète, mais on va pousser le sujet. On arrive au petit moment du podcast où je pose mes 10 questions un petit peu piquantes. Je les prends, c'est bon pour toi ? Allez, hop. C'est parti. Donc, normalement, on doit répondre que par oui ou par non. Et puis après, à la fin, s'il y en a une qui t'a un petit peu plus énervé que les autres, on revient dessus. D'accord.
Allez. Alors, est-ce que l'IA qu'on utilise tous, là, qu'on connaît, ChatGPT, tout ça, a pour toi passé le test de Turing? Non. Est-ce que l'IA va remplacer les créatifs, les DA dans les maisons? Euh, On peut se fâcher avec des personnes, là. Non, mais ça va remplacer les mauvais. Ah, ok. On y a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que l'IA va détruire des emplois dans la mode? Oui. Ouais. Est-ce que les... Enfin, Ouais. Je répondrai plus en détail après. Vas-y, on reviendra dessus. Alors, je sens, ouais, c'est la question, je l'ai en tête. Est-ce que les œuvres créées par IA sont de l'art? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire qu'une IA peut être un artiste? Oui. Et l'exemple, c'est Paul Mugino. Paul Mugino, par exemple, crée de l'art, clairement. Et Alexandre Astier aussi. Il écrit le nouveau Camelot aussi avec un programme qu'il a lui-même conçu. Ah, c'est génial. Et Je donc, savais oui. pas. Alors, pour Paul Mogino, on le reçoit dans 2 podcasts. Donc, on pourra. Bah, vous allez voir, parler avec lui. c'est beaucoup mieux que moi. Ah, Ça, allez directement sur le sien. Et C'est on- très bien. Si vous... On le refera en vidéo ici, d'ailleurs, donc on sera là. Donc, on Paul est un le être- reçoit ici. Je suis content, ouais. est un être merveilleux. Je suis content d'avoir réussi à l'avoir. Doit-on systématiquement prévenir le client quand l'IA a participé à une production, alors que ce soit de la photo, même un vêtement ou quoi que ce soit, comme a pu faire The Couples Non. Non, parce que de toute façon, l'informatique est déjà dans tous les outils. Donc là, Ouais. en fait, c'est juste un outil supplémentaire. Est-ce que l'IA pourrait éliminer la contrefaçon dans le luxe? Il l'accentue autant qu'il la diminue, donc il n'y a jamais eu autant de piratage. Donc je vais dire non. Est-ce que l'IA va ou peut tuer le savoir-faire traditionnel dans le luxe? J'entends par là justement l'automatisation par les machines. Est-ce qu'on va voir de plus en plus finalement de machines monter du sac à main de luxe et plus de l'humain? Est-ce qu'on va perdre ce savoir-faire qu'a l'humain pour faire du luxe? C'est possible. Est-ce que les prochains big influenceurs mode seront des IA? Non. Alors, doit-on dire bonjour et merci à une IA? Oui. Ok, t'es team bonjour merci. Alors, et dernière question super compliquée. Est-ce que l'IA va tuer ou rendre plus fort que jamais la fast fashion? Ah, je pense qu'on voit déjà dans les faits, c'est rendre plus fort que jamais. Ok. Puisque c'est déjà le cas à travers des sociétés comme Chine, Temu ou d'autres. Il y a une question sur laquelle... Alors, il y a la question des emplois, sur laquelle tu veux revenir sur cette destruction d'emplois. Alors là, je vais aller plus loin en fait dans la logique parce que on a des mouvements de sablier qui sont très forts. C'est-à-dire, tous les métiers à forte valeur ajoutée sont encore plus à forte valeur ajoutée. Donc, une inflation des salaires d'ailleurs et des connaissances et du savoir-faire qui monte. Donc, on avait avant un métier en pyramide, très peu de personnes en fait avec cette forte valeur ajoutée, et au fur et à mesure, une grande classe moyenne et puis une grande partie de la population en fait avec des métiers en fait assez simples. On a dans cette transformation maintenant en fait un mouvement qui part du pyramidal au sablier, c'est-à-dire les métiers à forte valeur ajoutée montent et donc il y a beaucoup plus de métiers à forte valeur ajoutée. D'où le développement par exemple des cadres dans toutes les entreprises, mais aussi du nombre d'entrepreneurs. On n'a jamais eu autant d'entrepreneurs en fait qui se sont créés. On a de l'autre côté beaucoup plus de petits métiers, et on le voit par exemple avec tous les livreurs Uber Eats qui peuvent exister. Donc de ça, il y a malheureusement aussi une destruction des classes moyennes, soit un déclassement à travers des métiers qui se faisaient par exemple de secrétariat ou autre, parce que la machine peut nous remplacer, ou de l'autre côté, une élévation en fait de ces métiers pour pouvoir passer sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Donc la destruction du milieu, c'est évidemment une destruction des emplois qui est en train de se faire. En même temps, et c'est là justement l'autre facette à avoir en place, c'est est-ce que l'IA générative va créer plus de progrès? Et je pense que oui. Donc si elle crée plus de progrès, elle crée plus de croissance, si elle crée plus de croissance, elle crée plus d'emplois. Est-ce que la robotisation a permis de diminuer aussi le temps de travail? Là aussi, je pense que oui. Donc la diminution du temps de travail diminue le temps de travail et non pas le nombre de travailleurs. Alors là,
face, et ça dépend en fait d'ailleurs de la vision des choses, elle est très politique en même temps qu'elle est économique, mais il y a encore quand même un nombre d'emplois en fait très conséquent qui peut se faire aussi parfois par la diminution du temps de travail. Et donc de ce fait, on voit que c'est multifacteur parce que c'est à la fois politique, à la fois technologique, et en même temps métier par métier, il y a aussi une transformation individuelle qui se met en place. Donc d'avoir une réponse globale, c'est évidemment très compliqué. De se dire qu'on peut avoir un meilleur monde avec l'IA générative, oui. De se dire qu'on peut avoir un monde bien plus compliqué et bien plus destructeur avec l'IA générative, j'ai aussi répondu oui. Donc c'est là où je pense qu'il y a justement une consonance politique importante à avoir, un recul important et un savoir aussi à développer. Le savoir, c'est de comprendre quels sont les changements, et le politique, c'est de le mettre en œuvre. Et c'est le moment phare dans lequel on est, où le progrès n'a jamais été aussi vite, les innovations n'ont jamais été aussi fréquentes, et c'est à nous à comprendre de comment est-ce qu'on arrive aussi à les réguler pour avoir un monde meilleur, pour avoir un monde justement qui ne se détruit pas, un monde plus écologique et un monde plus responsable. Alors, ce sera ma dernière question, on arrive sur la fin, mais comment est-ce que tu vois, toi aujourd'hui, est-ce que tu vois beaucoup d'entreprises, comment est-ce que tu vois que l'IA s'intègre dans les entreprises? Est-ce qu'on embauche des profils IA? Comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que ça va vite? Est-ce que c'est bien? Comment c'est mis en place? Alors, je sais que il y a un travail aussi du côté de l'État, de la formation, mais aujourd'hui, les entreprises, comment elles ont pris le sujet? Alors, on va prendre le parallèle, par exemple, de l'e-commerce ou encore du développement d'Internet. Les premiers mails, c'est en 93. En 2000, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de mail en interne, pour des raisons parfois de sécurité. Ils se disent, c'est pas sûr. Je prends l'e-commerce. L'e-commerce existait depuis 1994 avec Amazon. Il n'empêche qu'en 2007, c'est-à-dire 13 ans après, il y avait en fait à peine 1% des marques qui avaient un e-commerce, versus 100% désormais. Donc on le voit, la courbe du progrès, en fin de compte, peut être assez lente. Ouais. Dans l'IA générative, on a beaucoup plus d'utilisateurs, parce qu'on le voit par exemple avec ChatGPT, en un temps record, on a eu aussi un nombre d'utilisateurs record. Donc on peut aller plus vite sur ce type de techno. Il n'empêche, dans toutes les entreprises, 30% des gens ne veulent pas changer, ne veulent pas se former. Et c'est quelque chose de très psychologique, c'est juste une question de caractère, de culture ou autre. Et il y a nécessairement des freins dans chacune des entreprises. De plus, la compréhension de comment un nouveau métier peut se mettre en place dans mon ancien quotidien est difficile. On le voit d'ailleurs chaque fois qu'on discute souvent avec des personnes sur quelle utilisation vous avez de ChatGPT. Ça va être par exemple pour aider leurs enfants à faire les devoirs. Ouais. Ça va être écrire la lettre de motivation pour Parcoursup. Et vous dites, alors vous avez écrit la lettre de motivation pour Parcoursup, mais vous, est-ce que dans votre quotidien, vous l'utilisez dans votre travail pour écrire des choses? Ah non. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids des habitudes, et surtout, on a déjà un niveau de savoir qui est très élevé. Alors que le Parcoursup, par essence, c'est la première fois qu'on le fait, sauf si on a évidemment plein d'enfants et que tous les ans, ils le passent. Mais si ce n'est pas le cas, on utilise la machine justement pour apprendre pour le premier geste. Et donc, l'assimilation et la transformation se fait souvent soit par la contrainte, parce que des entreprises, justement, vous obligent à vous transformer, soit par des petites touches successives qui nous amènent chaque fois dans le changement. Le challenge, c'est de se dire, est-ce que si NAFNAF, par exemple, s'était mis en e-commerce, non pas en 2010, mais en 2007, voire en 2004, est-ce que NAFNAF aussi serait dans la même difficulté maintenant? Je ne pense pas. D'accord. Je pense que si NAFNAF s'était lancé 6 ans avant, ils auraient construit un omnicanal plus vite. Ils auraient une connaissance de leurs clients plus aboutie. Ils auraient des liens avec leurs fournisseurs qui n'auraient pas été les mêmes. Et donc, la vitesse de changement est nécessaire parce qu'à terme, on la paye. Et pourtant, NAFNAF a fait très bien les choses. J'ai eu cette chance de travailler avec eux pendant des années. Ils ont lancé un e-commerce, ils ont bossé sur Facebook, ils ont mis de la réservation, ils ont mis une click and collect, ils ont fait beaucoup de choses. Mais il est possible qu'ils l'aient fait simplement 5 ans trop tard. Donc cette base d'accélération, elle doit se faire soit comme Zara, qui s'est lancé en e-commerce uniquement en 2010, mais qui l'a fait avec un niveau de qualité et d'excellence qui est rare, soit en étant précurseur et en testant tout de suite les choses pour avoir le temps de pouvoir se déployer. Donc, tu conseilles vivement aux entreprises de s'y mettre maintenant, enfin presque ou hier. Je conseille aux entreprises, en tout cas aux dirigeants, de tous les jours comprendre ce qui se passe et de trouver d'autres professionnels, ça peut être des collègues, ça peut être des entrepreneurs amis ou des professionnels comme moi, de leur dire, regardez, il ne se passe pas, j'ai testé ça et comme ça marche. Pour pouvoir, avec le recul du quotidien,
avec la connaissance de leur entreprise, se dire, tiens, comment chez moi je vais le mettre en place? Est-ce que c'est juste une amélioration, une accélération, ou est-ce que ça peut être un changement radical de tout mon business model? Et reprenons par exemple ce que Netflix avait connu. C'était quand même une société qui envoyait des DVD, ouais. Et c'est désormais un des plus grands créateurs de contenu au monde, avec évidemment ce système de streaming depuis maintenant des années. Quel est le futur aussi de Netflix avec l'IA générative? Comment est-ce qu'ils vont aussi se transformer? C'est évidemment des sujets sur lesquels ils sont. Eh bien, cette obligation de compréhension de la transformation de notre business model, de nos métiers, et évidemment aussi de la société, c'est une rigueur qu'on doit avoir chacun d'entre nous, évidemment dans un premier lieu tous les décideurs. Je te remercie, Yann, pour tous ces sujets. Alors, il y a plein de sujets qu'on aurait pu creuser, mais je tiens à ce format de 40-45 minutes, pas plus. Mais si jamais, alors, il y a des personnes ou quoi qui ont envie un petit peu de creuser ou discuter avec toi, est-ce que c'est possible? Si oui, c'est quoi le meilleur canal pour te joindre? Alors, le plus simple est de me contacter sur LinkedIn, ouais. Où j'ai la chance de faire entre 1 à 6 posts à peu près par semaine. Et donc, à chacune idée, à des interventions autres, je publie assez souvent à ce moment-là. Et donc, ça permet d'avoir des posts courts, mais je l'espère intéressants. Et de l'autre côté, je développe aussi, comme tu le parlais, d'une newsletter et qui me permet aussi là de pouvoir montrer comment l'IA est en train de changer évidemment la mode, mais de façon transversale aussi d'autres métiers. Bah écoute, merci encore et puis à bientôt alors. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.